On va continuer maintenant avec la seconde partie. Nous allons parler de la Cour constitutionnelle au Togo qui a subi un coup de relooking. La Cour constitutionnelle, la nouvelle version, eh bien pour le moment, elle n'est composée que de 7 juges, alors que la loi prévoit qu'elle soit composée de 9. Les 2 restants doivent encore être pourvus par le Sénat, qui est une institution qui n'est pas encore en place au Togo. Eh bien, on va en parler tout de suite. Et nous sommes sur le plateau toujours avec Zana Sadio, analyste sociopolitique, mais avec un autre invité, Guy Gianissio, consultant en développement local. Bonjour, monsieur Gianissio. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Zana Sadio, la Cour constitutionnelle relookée, vous suivez aussi le débat qui accourt sur ce relooking-là. Ça vous dit quoi Non, moi, la première impression que j'ai, c'est que le président de la République, il aime satisfaire les caprices de son opposition. D'autant plus que, vous savez, c'est vrai, l'article 100 de la Constitution prévoit une mouture de la Cour constitutionnelle qui n'est pas celle de la précédente. Donc, les gens ont focalisé leur attention sur cet article 100. Mais, par contre, vous verrez en bas, en fin de la Constitution, au niveau des dispositions transitoires, vous avez l'article 156 qui dit que les juges ou bien les magistrats de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu'à la nomination de nouveau. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas le débat sur la non-constitutionnalité de la Constitution, de la Cour constitutionnelle que les uns et les autres commençaient par évoquer. C'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai, certes, lorsque l'on prend cet article 100, il est dit que l'Assemblée nationale en désigne 2, le Sénat en désigne 2, le président de la République en nomme 2, le Conseil suprême de la magistrature aussi 1, et puis les universitaires et les avocats. Maintenant, pour que le Sénat puisse désigner 2, il fallait d'abord quoi? L'installation du Sénat. Il fallait qu'il y ait une loi organique pouvant organiser son fonctionnement. Mais le détail sur lequel je crois que beaucoup de gens se sont fourvoyés, c'est quoi? C'est la Cour constitutionnelle qui, n'est-ce pas, est compétente de tous les contentieux liés aux élections sénatoriales même. Donc ça veut dire qu'au départ, on ne peut jamais y avoir, parce que dans la configuration telle qu'elle était, on ne pourrait jamais avoir une Cour constitutionnelle à 9 qui prendrait en charge tout ce qui relève des élections sénatoriales. Donc à partir du moment où nous avions l'article 156 de la Constitution qui organise la transition entre, comment dit-on, la composition à 7 et pas celle d'aujourd'hui, la composition à 7, de la nouvelle composition à 9, mais je ne voyais pas, et puis je ne vois pas l'utilité d'évoquer la recomposition de la Cour constitutionnelle, et encore que je ne vois vraiment pas le rôle que la Cour constitutionnelle joue sur le terrain. Moi, je crois que les gens ont juste décidé de délocaliser les débats de la CENI vers la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle, elle n'est pas sur le terrain, ce n'est pas elle qui renseigne les PV, ce n'est pas elle qui les compile. C'est tout ce travail-là se fait au niveau de la CENI. Je ne vois pas que la CENI envoyer des éléments à la Cour constitutionnelle et ce soit la Cour constitutionnelle qui les modifie ou bien les tripatue. Donc, et puis d'ailleurs, dans la configuration politique, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, qui serait majoritaire selon vous au Sénat, lorsqu'on sait que le président de la République en désigne le tiers et les 2 tiers par les élus locaux. Et encore que parmi ces élus locaux-là, aujourd'hui, on n'a même pas encore la tenue des élections régionales. Donc, il y avait un faux débat
qui s'est installé dans le public et dans l'opinion. Et malheureusement, je crois que le chef de l'État il a voulu être magnanime en laissant faire les choses. Mais moi, mon opinion aujourd'hui, c'est que c'est plutôt aujourd'hui que nous avons une Cour constitutionnelle qui est illégale. L'ancienne mouture avait toute la légitimité de l'article 156. Guillaume Gallicio, vous pensez que c'était un faux débat qui était instauré par ceux qui demandaient qu'on puisse procéder à la recomposition de la Cour constitutionnelle? Bien, il faut reconnaître quand même que le rôle que la Cour constitutionnelle jouera ou joue dans le processus électoral. Et donc, à ce niveau, le gouvernement aussi avait droit, vu que ce dont parle souvent l'opposition, il s'agissait de réformes, à la fois constitutionnelles et institutionnelles. Et donc, dans le cours des choses, on en est arrivé proche des élections. Ouais. Et il fallait redonner un peu confiance à tout le monde, comme quoi on est de bonne foi, de part et d'autre, de manière à aborder sereinement les élections. Et mon avis là-dessus, je pense que l'aspect technique a été décrypté. Je pense tout simplement que, de mon avis extérieur, je pense que toucher à la Cour constitutionnelle pourrait normalement apaiser le débat, mais on est rentré dans un spectre où on est maintenant en déphasage avec la loi, la loi fondamentale. Et donc, à ce titre, pour moi, c'est aux acteurs politiques de s'unir encore on ne peut pas dire encore dans un débat pour pouvoir décider, mais trouver des portes de sortie, ou garder à 7, ou ouvrir le débat de manière à ce que, est-ce que dans ce temps-là, le Sénat pourrait être, passons dire en entendant, est-ce que le Sénat pourrait être mis en place, etc. C'est un autre débat qui dépasse le plateau ici, je crois. Oui, mais comment vous arrivez à lire le fait que il y a eu silence radio de la part de ceux qui avaient demandé qu'elle soit recomposée aujourd'hui, alors que on la voit clairement, cette nouvelle mouture n'est pas en conformité avec le texte constitutionnel. Oui, c'est que... Ils se sont fait prendre à leur propre piège. Oui, les gens se sont fait prendre à leur propre piège, mais je crois que les gens aussi, parfois, ils jouent à de l'agitation. Hein. Les gens jouent à de l'agitation. Et encore une fois, on parle de recomposition de la Cour constitutionnelle. Comment recomposer en respectant l'article 100 de la Constitution, sachant que cette Cour constitutionnelle-là, c'est celle-là qui organise les élections sénatoriales. Comment ça la tenue des élections sénatoriales, lesquelles relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle. Et, vous voyez, c'est le dilemme du serpent qui se mord indéfiniment la queue. On dit qu'il faut recomposer pour que cela respecte l'article 100. Maintenant, pour aller même vers les élections sénatoriales, il faut que cette Cour constitutionnelle soit recomposée. Oui, non, c'est là que je me dis que les gens ont fait une fixation sur l'article 100 sans aller dans le fond des choses. Mais il y avait suffisamment des dispositions au niveau des dispositions transitoires. C'est vrai que l'article 155 a été abrogé. C'est cet article-là qui donnait, comment dit-on, les pouvoirs du Sénat à l'Assemblée nationale. C'est abrogé, mais l'article 156 est resté comme tel. Les magistrats de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu'à la nomination de nouveaux membres. Qu'est-ce que c'est que des dispositions transitoires? Les dispositions transitoires, c'est fait pour aménager le passage d'une ère ancienne vers la nouvelle ère. Donc, je ne voyais pas, mais même j'ai été étonné de voir d'éminents juristes et se faire une fixation sur cet article sans aller à gauche et à droite. Mais voilà, ils ont induit le président de la République en erreur. Mais tout le monde semble se taire parce que j'ai l'impression qu'au Togo, quand tout le monde a tort, tout le monde a raison. Ça contente tout le monde et puis voilà. Guillaume Gallicio, vous n'avez pas aussi un peu le sentiment que le pouvoir de Lomé cède un peu trop facilement à son opposition, au caprice? Oui, présentement, il faut le faire parce que longtemps, on a comme impression que l'opposition n'était pas écoutée.
Et donc, présentement, il y a eu quand même cette ouverture qui a commencé depuis longtemps avec quelques revisitations des textes de base de la Constitution. On en a eu jusqu'à une trentaine. Et bon, maintenant, essayer de faire avancer les choses de manière à ce que ça donne bonne foi du pouvoir en place, comme quoi les choses sont en train d'évoluer et qu'ils sont prêts à discuter avec l'opposition. Et je crois que cette posture est bonne parce que en politique surtout, lorsqu'on veut diriger, il faut savoir écouter l'opposition et lâcher du lest. Mais voilà quelques problèmes que ça pose. Il faut toujours être vigilant pour ne pas être induit en erreur, comme disait l'autre. Vous avez le sentiment qu'on a induit le président de la République en erreur? Bon, pour l'instant, on le voit, puisque cette cour-là risque de n'avoir pas le nombre réclamé. Elle n'a pas, ils sont 7 au lieu de 9. Voilà, c'est ça. Alors, donc... et là, quand on voit tous les textes, il y a quand même de l'imbroglio qui s'installe. Et on donne l'impression comme si, bon, on va s'en contenter. Oui, et puis moi, j'ai été surpris. Je crois que c'est sur ce plateau ici, j'ai été surpris d'entendre au moins 2 députés représentant la nation tout entière parler de quorum. Mais d'où vient cette histoire de quorum qui n'y a nulle part dans la Constitution? Je suis sincèrement étonné que nos élus aussi puissent... Ils font référence à la loi organique de la Cour constitutionnelle. Qui parle de quorum? Quorum à 5. Non, vous savez, on parle de quorum lorsque les gens, les 9, sont déjà installés. Et là, lors de leur délibération, s'il y a 5 de présence sur les 9, là, c'est différent. Là, on parle de la Cour constitutionnelle. Pour parler de la Cour constitutionnelle dans la version, pour respecter l'article 100, il faut que cela soit 9 membres. Donc, cette affaire de quorum-là ne concerne pas l'installation. La loi organique ne dit pas que pour aller prêter serment, s'il y a 7 sur les 9, on peut valablement installer. Donc, il ne faut pas faire de la confusion. Je crois que les uns et les autres n'essaient pas d'élever le niveau du débat. Et en fin de compte, moi, je dis à mon âme et conscience, au vu des tests, qu'aujourd'hui, on a une Cour constitutionnelle qui est illégale. Et tout le monde essaie aujourd'hui de s'en défendre. C'est tout. On peut encore rectifier le tir. Là, ça va être du cafouillage. Moi, je pense que ce qui aurait été plus honnête de faire, c'est peut-être dans la précipitation introduire rapidement une modification de la Constitution au niveau de restaurer peut-être l'article 155 qui a été abrogé pour essayer d'évacuer un certain nombre de soucis. Et encore que moi, je dis qu'il n'y a pas matière, il n'y avait même pas matière à rentrer pour le moment dans cette recomposition parce que l'article 156 donnait toute la légitimité avec l'ancienne version de la Cour constitutionnelle. C'était un faux débat, à mon avis. L'un des reproches qu'on fait, par exemple, à nos pays, c'est qu'il évoque l'article 155 qui transférait les pouvoirs du Sénat à l'Assemblée nationale tant que le Sénat n'était pas en place. On va faire une réforme, on saute cet article sans penser aux conséquences aussi. C'est ça le mal dans nos pays aussi. Oui, je crois que souvent ces défauts-là, c'est l'approfondissement des textes, parce que lorsque on voudrait faire très rapidement des réformes, il est bien vrai que l'erreur étant humaine, il y a des aspects qui échappent. Oui, mais là, il n'y avait pas matière ou impératif à enlever cette disposition-là. Voilà. Oui. Parce que même le jour où on faisait les réformes, le Sénat n'était pas en place. Si le Sénat était déjà en place, d'accord, on peut comprendre qu'on peut sauter ça. Le Sénat n'était pas là. Il n'y avait rien qui présageait que dans les semaines à venir, les mois à venir, le Sénat serait là. Ah, bon, voilà. Je pense que c'est là où le problème se pose et que pour résoudre, vaut mieux aller dans le sens de textes additifs, peut-être juste pour gérer ce cas-là avant les élections, parce que les échéances s'approchent et les débats
tout autour de ce qui doit être loi, ce qui ne doit pas être loi, ça risque encore d'envenimer les choses. Et donc, c'est pourquoi on parle quand même d'un flottement, d'induction en erreur. Voilà. Et puis ce silence que moi je qualifie de coupable de ces éminences grises qui se font grands juristes, surtout quand il s'agit de faire des débats sur la limitation, rétroactivité ou tout cela, ils sortent, ils font des propositions, mais là, silence radio de leur part également. Oui, parce que on sait, puis ils connaissent le camp qui a demandé puis réclamé corps et à cri la recomposition. Donc aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Les députés, l'Assemblée nationale a fait un travail bâclé. Je ne peux... Est-ce que c'est leur faute? Absolument, c'est leur faute. Vous savez, quand vous êtes en train de modifier la loi fondamentale du pays, on essaie de juguler un certain nombre de scénarios possibles. Donc, et puis, ce débat sur la recomposition de la Cour constitutionnelle, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, les gens savaient, étaient très informés et puis c'était évident de savoir et de reconnaître que le Sénat n'était pas encore sur place. Les élections sénatoriales n'avaient pas encore lieu. Les élections régionales n'avaient pas encore lieu. Et donc, moi, je ne peux pas appeler ça une erreur de 91 personnes. Non, je ne dis pas ça. Ça, je peux dire que c'est une faute. Et là, aujourd'hui, ils sont là à se défendre en inventant un quorum qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, les responsabilités sont partagées aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale, aussi bien au sujet de nos amis qui se réclament de la société civile, mais qui sont très hautement politisés. Donc, aujourd'hui, personne n'ose dire que oui, nous avons induit tel en erreur, c'est c'est comme ça que les choses auraient dû se faire. Et puis ceux qui demandaient également à l'époque qu'elle soit recomposée n'avaient pas non plus, puisque c'est l'opposition, une partie de la société civile, qui n'avait aucun moyen de positionner quelqu'un. Oui, je pense que le débat là se posait juste. On a toujours vu que du côté de l'opposition, on veut des changements. Bon, parce que on a peur de ce qui était. Et là maintenant, en induisant, je parle toujours d'erreur, le système en erreur, et là, ils ne peuvent plus parler parce que la modification a été faite. Et donc, quitte à eux maintenant de l'accepter, je crois qu'il ne reste que plus que ça. Le vin est tiré, il faut le voir. Second sujet, l'initiative Koukoudjoro, mission accomplie pour le prélat. Monseigneur Philippe Fanou Koukoudjoro a dévoilé le 31 décembre dernier son candidat qu'on appelle candidat unique de l'opposition. Il s'agit de Gabriel Mensan Agbéomé Kodjo, l'ancien Premier ministre sous Eyadema, également ancien président de l'Assemblée nationale. Depuis sa désignation, bien le débat se fait rage. Les critiques fusent de partout. On évoque le passé d'Agbéomé Kodjo, mais Zana Sadio, vous arrêtez aussi sur le passé de l'homme pour critiquer le choix. Non, moi je ne m'arrêterai pas sur son passé, parce que entre le passé et l'actualité, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et ce qu'on lui reproche, aujourd'hui, c'est essentiellement quoi? C'est essentiellement le massacre qui a eu lieu au Fléau Jardin. Et puis un certain nombre de choses, notamment sa présumée ou bien sa prétendue culpabilité des détournements au niveau du port autonome de Lomé. Mais je crois que les gens n'ont pas une approche rationnelle de la chose. Je crois que l'intéressé, il s'est présenté devant la CVJR. Il y a eu un certain nombre de témoignages et de faits concordants qui, comment dit-on, ont été évoqués durant cette témoignage, qui nous montre aujourd'hui que lui, il n'en a été mêlé ni de loin ni de près à ce massacre qui a eu lieu. Concernant les faits de détournement, on a vu, comment dit-on, les conclusions de l'enquête internationale qui a été menée aussi bien en France qu'au Togo, où les conclusions même du jugement qui
lui ont permis de recouvrer la liberté, stipulait, si je peux paraphraser, que les faits qu'on lui reproche sont invraisemblables. Donc, aujourd'hui, les gens sont restés dans ces caricatures-là pour le taxer d'un certain nombre de choses. Mais nous avons vu comment l'intéresser, n'est-ce pas, comment dit-on, pour les élections locales, l'installation des maires, que lui, plutôt, il a été loyal à l'opposition, pendant que certains, les camps qu'on connaît, qui se réclament toujours de cette opposition radicale, ont bel et bien soutenu l'élection des maires issus du Parti uni. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir faire table rase de toutes ces choses-là et comment dit-on, être dans une dynamique, celle de considérer que quoi, l'homme en soi n'est jamais parfait. C'est vrai, lui-même il reconnaît avoir. Et puis c'est évident, il a fait partie du système. Il s'est écarté de ce système-là aujourd'hui. Donc c'est sa proposition aujourd'hui qui compte. C'est un tort au Togo d'avoir fait partie du système et élément. Oui, c'est ce que les gens colportent. Mais aujourd'hui, lorsque vous remarquez ici et ailleurs, dans les pays qui ont connu l'alternance après de longues années, vous prenez le cas du Burkina à côté ici, Roch Kabore, il était avec Blaise. Vous prenez M. Abdoulaye Wade Macky Sall, mais c'est la même lignée. Vous prenez même l'actuel président de la Guinée-Bissau, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Une personne qui est appelée à mettre fin à un système qui a duré ne peut que venir naturellement de ce camp-là. Donc, moi, ce n'est pas que j'appelle à se rallier derrière Agbéomé, mais j'évoque des arguments qui ont tendance à justifier le choix du prélat. Alors, Guillaume Galicieux, vous comprenez, est-ce que ce débat qui est fait aujourd'hui sur la personne d'Agbéomé Kodjo ne vous paraît pas un peu puéril? Dire puéril, non, parce que ça fait partie des agrégats sociaux. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il faut voir la mentalité du peuple togolais dans son renoncement ou dans le déni carrément de l'homme par rapport à son passé. On l'avait vu pour certaines grandes personnes ici, où dès que on pense que si la personne a fait ceci ou a changé, et il faut le renier en bloc. Et donc ça fait partie un peu de la culture, et puis je crois que c'est ancré. Mais là présentement, je pense que l'enjeu est plus grand que le passé. Et je pense que le décryptage qu'a fait tout à l'heure le collègue est tout à fait indiqué, que l'homme est spatio-temporel et qu'il n'y a pas d'homme ex nihilo. On a vu que tous ceux qui peuvent diriger ont été quand même dans le système. Et pour mieux changer, il faut le dire, il faut quand même connaître le système qu'on va changer. Et donc, j'ai vu quand même l'évolution de certaines choses. J'ai pensé que il a été un peu parmi les alphas et oméga du passage d'une génération. Et donc, je crois que l'évêque a mûrement quand même vu, a pesé le pour et contre pour faire ce choix. Mais ce qu'il reste à faire, c'est de devoir voir sa capacité à l'humilité, à aller vers le peuple, à aller vers certains hommes politiques qui sont réticents, pour les réunir autour de lui. Et c'est là la lutte fondamentale qu'il doit déployer pour pouvoir faire accepter ce choix et se dévolu sur lui. Et je pense que ce n'est pas quelque chose d'erreur, et ça doit être par rapport à une stratégie qu'il faut pour pouvoir affronter le grand parti en face. Il faut quand même que l'opposition s'unisse. Et c'est ça qui manque, puisque lorsque on approche des élections, on fait les fractures, et ces fractures sont carrément coûteux pour l'opposition. Alors, Zana Sadio, abstraction faite du profil d'Agbéomé Kodjo que tout le monde reconnaît, il est très compétent,
il a connu les hauts niveaux de la gestion d'un État. Et quand on prend aujourd'hui toute l'opposition, il est le seul qui, en termes de profil, se dégage véritablement. Quand vous prenez la dynamique Kpodro elle-même, est-ce que vous direz que c'est une montagne qui a donné une souris? On peut le dire. On peut le dire ainsi parce que, certes, lorsque l'on prend en compte certaines rumeurs qui circulaient, on peut dire que son nom avait circulé même bien avant cela. Mais on peut dire aussi que son choix a surpris beaucoup de personnes. Les gens s'attendaient beaucoup plus que le choix porte sur une personne qui, n'est-ce pas, a incarné les contestations populaires, incarne une ligne assez dure de l'opposition. L'autre pronostic, c'était plutôt une personnalité de la société civile. Et là, Monseigneur Kpodro, il a surpris beaucoup de monde. Moi-même, il m'a surpris parce que lui-même, à un moment donné, il parlait de député nommé. Et son choix vient porter sur quelqu'un que lui-même il considérait comme député nommé. Mais il parle de révélation divine également. Bon, moi, excusez-moi, je n'aime pas beaucoup faire dans l'eschatologie. Je n'aime pas les moyens rationnels pour expliquer ce qui est d'ordre irrationnel. Le domaine de la foi, c'est quelque chose qui est irrationnel. On ne peut le démontrer sur ce plateau, c'est de l'ordre du vécu. Mais moi, j'essaie de comprendre comment ce choix a pu aboutir. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, les gens se disaient qu'il n'a pas besoin d'être populaire au Togo pour obtenir l'alternance. Les gens évoquent le cas de M. Gilles-Christ Olympio. Si c'était la popularité qui devrait donner l'alternance, tout le monde sait que M. Gilles-Christ Olympio, il serait président, mais il aurait déjà été président au Togo. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui sont autres que, n'est-ce pas, la popularité ou bien le poids électoral lors des scrutins qui a joué dans le jeu ou bien dans la shortlist que M. Kpodro a fait. Donc, moi, je pense sincèrement que c'est un choix qui est raisonné. Lorsqu'on sait, on sait un peu la configuration des choses, forcément, pour que l'alternance puisse être acceptée de part et d'autre, il faut une personne, en guillemets, ouverte, accessible aux deux camps. Et non, parce que vous savez, lorsque vous avez un système vieux de 53 ans, un système qui déjà a la même mise sur la politique, a une même mise sur les finances et, en guillemets, un système qui plus ou moins a une onction au niveau de la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, ce système, il garantit la paix, il garantit la sécurité dans le pays. Forcément, la rupture ne pourra jamais être brutale. Quand elle est brutale, elle entraîne la dislocation du pays, des tensions à ne pas en finir. Donc, je crois que pour que beaucoup de chances soient données à l'alternance, il faut quelqu'un, en guillemets, qui est comme un désamorceur de bombes pour aller avec la manière douce, pour essayer de contenter, de jouer un peu sur les équilibres, pour ramener, n'est-ce pas, l'alternance, pour ramener la restauration de la démocratie avec des échelons. Alors, comme vous le disiez, Guillaume Ganition, on peut se dire qu'à l'heure actuelle, il faut que Monseigneur Kpodro lui-même, et Guillaume Kpodro également désigné, puissent prendre leur bâton de pèlerin pour ratisser large. Oui, bien entendu, parce que la personnalité de l'archevêque émérite était contestée parfois des deux camps. Les radicaux de l'opposition et le pouvoir en place lui-même. Et surtout, l'aspect un peu de foi qu'il a l'habitude aussi d'y mettre des routes plus d'un. Et on sent que ce n'est pas politique, cette démarche-là. Mais au jour d'aujourd'hui, il a été déjà démontré, et puis je crois que le collègue l'a dit, qu'il faut un passage transitionnel
pour permettre au Togo de vivre un changement. Déjà, je crois que Faure s'est libéré. Il a fait quand même une transition entre le RPT et UNIR actuellement. Il y a eu beaucoup d'élasticité et d'ouverture. Et donc, continuer sur cet élan est mieux que de faire une révolution. C'est-à-dire, même si l'élection vient avec quelqu'un de radical, c'est une révolution. C'est-à-dire, c'est un changement brusque. Alors, les conséquences, généralement, sont néfastes. Parce que quand on vient avec des idées très brutes, on a l'impression que tout n'a pas marché et qu'il faut mettre ce qui n'a pas marché à l'endroit. Alors, donc, ça crée des problèmes. Alors, ratisser le large pour le prélat et Agoyomé est une nécessité. Est une nécessité parce que le peuple attend du prélat des explications et des arguments, pas seulement se fier à son impulsion ou à sa foi, mais qu'est-ce qui a motivé quand même en termes de raison, ce choix-là. Ensuite, comme je parlais, cette personnalité d'Agbeyomé plus ou moins acceptée, parce que quand on voit le résultat de CVJR décrit tout à l'heure, qui le met en bonne position, parce qu'il a su faire des démarches, il y a eu des enquêtes et il y a eu des résultats, et donc cette explication n'est pas connue de tous aussi. Et donc il faut que ce lavage en public puisse se faire de manière à donner confiance à ceux qui doutent encore. Voilà. C'est vrai que dans son discours à l'occasion de la nouvelle année, il a présenté aussi, il a fait son mea culpa pour un certain nombre de choses qu'il a eu à faire au moment où il était aux affaires, et il demande humblement pardon à Agbeyomé Kodjo. Il n'est qu'un homme comme un autre avec ses qualités et ses défauts. Alors, en même temps, quand vous revenez maintenant sur la dynamique autour de Kodjo, d'après nos informations, il y a des gens qui ont bien participé à la dynamique, qui étaient candidats, parce qu'il faut l'expliquer à nos téléspectateurs. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu 4 personnes qui étaient candidats à la candidature: Agbeyomé Kodjo, professeur Gogé, Ekwe Gamessou Poudar et puis Soter Kaïs Dovi, et qui ont eu les résultats, mais il y a des gens de cette liste qui veulent un peu prendre le large et aller continuer à présenter leur candidature. Ça ne fait pas sérieux, là. Ça fait non seulement pas sérieux, mais ça fait de mauvaise foi. Ça fait de mauvaise foi, d'autant plus que lorsque vous rentrez dans une dynamique pareille, c'est que forcément vous acceptez de vous rallier à la cause, quelle que soit l'issue. Donc je n'imagine pas une seule minute que la candidature de M. Agbeyomé soit ignorée des uns et des autres. Ils se connaissaient. Pourquoi dès le départ ils n'avaient pas, comment dit-on, exprimé leur désaccord sur l'éventualité de son choix? Donc en participant à cette procédure, à cette shortlist-là, c'est qu'ils avaient directement ou indirectement accepté la possibilité que M. Agbeyomé Kodjo soit le potentiel candidat désigné. Donc, dans cette logique, moi, je crois que parmi eux tous, c'est la grandeur de l'homme Ekwe Gamessou Poudar que moi je loue dès les instants qui ont suivi l'annonce de la désignation de M. Agbeyomé. Et il a pris la parole, il a dit qu'à partir de ce moment, lui, il s'aligne derrière lui, il est prêt à travailler avec lui. Je crois hier, il y a une déclaration du reliquat de la C14 aussi. Communiqué un peu ambigu. Communiqué un peu ambigu. Prendre acte. Mais je crois que dans l'intérêt de tous, il faudrait qu'ils ne contribuent pas davantage à diviser l'esprit de leur électorat. Parce que c'est le genre de comportement qui pousse les gens à s'abstenir ou bien à ne pas aller voter. Il faut, pour une fois, qu'ils essaient de se hisser à la hauteur des idéaux qu'ils semblent défendre.
s'ils tiennent vraiment à cette unité de l'opposition dont eux-mêmes ils étaient les vaillants porte-parole, je crois qu'ils doivent méditer sur l'ampleur des actes qui sont en train de se poser en ce moment, parce que nous les suivons, nous les regardons, nous en tirons nous tous les conséquences de ce qu'ils peuvent donner comme leader de l'opposition. Cette défection qui s'annonce là, ça veut dire que ce sont des, comment dire, ce sont pas des hommes de valeur? On ne veut pas le dire. Bon, là aussi, nous ne sommes pas dans des chapelles, je veux dire, ce sont des chapelles politiques, pas des chapelles religieuses. Et la démarche de Monseigneur est un peu, lorsqu'on le voit, c'est un peu le système pour désigner un pape. Donc, c'est une fumée blanche qui est sortie. Et donc, les gens ne croient pas tellement ce système-là. Et donc, pour revenir maintenant à votre question, je pense que ce n'est pas de la mauvaise foi, mais si il y a des gens qui pensent que ils peuvent, dans leur système encore, gagner des élections. On a vu que il y a eu plusieurs essais, ce n'est pas ça. On veut changer, mais je pense que c'est encore ce sentiment en eux que malgré tout, on peut gagner encore. Et donc, je pense que ça, je peux le dire, c'est de l'individualisme. Au lieu d'accepter un changement pour que ça soit d'abord transitionnel et autour duquel on peut fédérer et s'il y a résultat, parce que en face, on ne peut pas dire que UNIR n'a pas UNIR garde ses chances en ce moment. Et donc, il faut créer maintenant l'autre dynamisme qui vienne pour contrebalancer un peu les choses. Et donc, je pense qu'il faut essayer au moins une fois. Il faut essayer une fois parce que je crois que par le passé, je ne crois pas que ça a été, même si ça a été, c'est pas de cette ampleur-là. Il y a eu des démarches, il y a eu des fédérations d'avis, etc., de mutualisation de personnes. Il faut que ça continue dans ce sens. Dans ce sens. Alors, tout cela se passe alors qu'on est, si je ne m'abuse, à 4-5 jours de la clôture du dépôt définitif des dossiers de candidature. C'est le mercredi 8 janvier 2020 que... 17h30 Bon, non, à 23h59 minutes, 59 secondes, donc les derniers dossiers doivent parvenir. Alors où nous parlons, je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont déposé, mais le temps presse il faut en finir rapidement avec cette petite querelle-là pour aller à l'essentiel. Oui, mais aussi, il faut aussi faire des apports pour dire que la plateforme de Monseigneur Poudreau ne consistait pas uniquement à choisir un candidat. Il y a, je crois, 2 phases. Il y a une phase où il fallait parler des conditions d'organisation des élections, où il a été évoqué la complémentarité ou bien la solidarité entre les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote pour qu'ils s'engagent et fassent tout pour détenir les PVE à l'issue du dépouillement. Il y a aussi leur proposition pour ce qu'il fallait revoir en termes de cadre électoral. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y a un certain nombre de points qui ont été portés à l'attention du chef de l'État et puis qui ont été portés à l'attention de la TCENI. Ils ont aussi demandé à être reçus par le chef de l'État, ce qui n'a pas encore été abouti. Et puis la seconde phase, c'était la phase de candidature. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à quelques jours de la fin ou bien de la clôture du dépôt des candidatures. Et je crois que Monseigneur Poudreau lui-même, puisque sa personnalité semble faire l'unanimité, il doit, n'est-ce pas, continuer par rassembler ces personnes-là pour essayer de colmater, pour essayer de rassurer M. Agbeo, mais lui-même, il doit réunir ces leaders de l'opposition, ces leaders qui étaient associés à leur plateforme-là pour essayer de s'entendre sur un mémorandum, pour essayer de les rassurer, d'instaurer un climat de confiance. Je crois que ce n'est pas encore perdu. Donc, rien n'est tard pour mieux faire, mais j'espère que cela va se faire dans de brefs délais
pour que l'opinion, et puis pour ne pas diviser leur électorat. C'est ça surtout qui est le plus important. Généralement, en Afrique, on accuse les oppositions d'être très en retard sur les calendriers. C'est ce qu'on voit là. Oui, parce que pour les militants, généralement, je vois, ils ont des leaders. Mais ces leaders ne sont pas dans de bonnes conditions pour aller aux élections. On voit certains partis ici qui sont, je crois, qui devraient être populaires. Et est-ce que leur candidat pourrait aller à l'élection? Voilà. Est-ce qu'il est rempli? Et au cas où son dossier pourrait être rejeté, quelles seraient les alternatives? Donc, je crois que c'est aussi la masse, la féminité des foules, hein, c'est ça un peu ça. Donc, pour moi, présentement, l'essentiel, c'est de souscrire ou bien d'accepter cette décision-là pour pouvoir créer un nouveau, je peux dire, élan. Un nouveau élan, un nouveau élan politique où on va attendre quand même voir les résultats et à partir de ça en tirer les leçons. Parce que on le sait, si les gens vont à rang dispersé, nous aurons les mêmes résultats. Voilà. Merci messieurs. On est arrivé à la fin de Le Monde en 7 de ce jour. Zana Sadio, merci. C'est moi qui vous remercie. Guillaume Gianussi, merci. Merci beaucoup. Merci également à Guy Grekondi qui était avec nous en première partie. On va marquer donc la fin ici et on sera ensemble la prochaine fois.